Donc on est au cœur de notre deuxième semestre, justement où on essaie d'aller plus concrètement vers cette idée de société écologique au pluriel. Aujourd'hui, on va parler de technique, de technologie. Donc, quelle technologie pour une société écologique? On a vu dans notre dernière session qui était sur une refondation du projet architectural, donc le rapport entre ville et campagne, en compagnie du philosophe de l'architecture Sébastien Marot. 4 points sur justement cette question de projet architectural. On a commencé par l'idée de désurbaniser nos imaginaires, donc ouvrir l'imaginaire au-delà de la ville comme seul horizon possible pour l'humanité. Ensuite, on a invité à renouer le lien avec l'agriculture, c'est-à-dire la question de ville et subsistance avec la ville nourricière. Et ensuite, on a aussi questionné la méthode en architecture avec le concept de situationnisme radical de David Holmgren. Donc ça peut paraître être un peu de jargon, mais ça se réfère tout simplement à l'idée de faire le projet à partir du lieu, à partir du milieu écologique et social, le contexte, et qui s'oppose à une méthode de table rase qui a trop souvent dominé l'architecture industrielle au XXe siècle. Et ensuite, on a regardé la descente énergétique comme horizon possible pour les sociétés écologiques. Et on verra aujourd'hui que cette descente énergétique, au-delà de la question de l'architecture, pose plein de défis techniques, technologiques, et on va regarder certains de ces défis ensemble aujourd'hui. J'en profite pour annoncer que Sébastien Marot va mieux, oui, suite à l'accident qui a fait qu'il n'a pas pu être des nôtres lorsqu'on a étudié toutes ces idées. Tout à fait. Et donc, on a quand même étudié tout ça ensemble avec notre cohorte ici à Marseille, notamment de façon concrète avec le livre Ville terrestre. Donc là, vous avez sur le slide une image de notre cohorte qui visite le ruisseau des Égalades. Donc on m'a posé la question de comment est-ce qu'on peut restaurer un cours d'eau dans un contexte urbain, un cours d'eau qui a été très artificialisé. Ensuite, nous avons vu des fermes et des jardins urbains qui permettent d'explorer la question de la ville nourricière, de comment nourrir la ville, l'autonomie alimentaire dans un contexte urbain. Voilà, on a passé un bon moment à l'extérieur. Là, on voit un moment de situationnisme radical où on s'imprègne du site. Normalement, il faut le faire pendant 1 an, c'était temps de pique-nique. Mais... Voilà. Et donc, aujourd'hui, justement, donc, notre dernière session, pour vous donner un peu une preview, sera sur la réparation. Donc, un monde abîmé où plein de choses ont déjà été mises à mort. On va poser la question de comment on peut faire la réparation de ce mot-là. Donc la prochaine. Et que peut-être que plutôt que parler de transition écologique, on pourrait parler de réparation écologique. Comment est-ce que ça nous confronte autrement dans nos projets sociaux, quoi. Tout à fait. Mais voilà, aujourd'hui, on va se centrer plus sur la question de la technique qui reste une question très large. Et en fait, on peut avoir l'impression que, il est vrai que historiquement, les pensées de l'écologie ont développé une pensée technocritique qui peut paraître peut-être de façon injuste, un peu technophobe. Donc on peut avoir l'impression que l'écologie n'a pas forcément quelque chose d'intéressant à dire sur la question de la technique, que c'est plutôt frileux par rapport au high-tech, par exemple. La critique classique de l'écologie qui veut revenir à la bougie. Mais en fait, ce que fait les pensées de l'écologie, c'est qu'elles viennent contredire
ce mythe moderne comme quoi le progrès technologique est le seul horizon pour l'humanité, un peu comme l'idée que la ville est le seul horizon possible, cette idée que le progrès technologique est la seule solution pour avancer vers plus de prospérité, plus de bien-être. Mais la technique est en fait au cœur des pensées de l'écologie qui cherchent justement à penser ensemble technique et société. Oui. Ah oui. Avec le plan. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est mieux avec le plan. Donc, les pensées de l'écologie cherchent à penser ensemble vraiment technique et société, à modifier la définition des technologies et à proposer des nouveaux horizons pour la technique. Et c'est ce qu'on va essayer de résumer pour vous aujourd'hui, en ouvrant quelques pistes. Et donc, si on regarde notre reading list, donc c'est comme à chaque fois des textes que nous avons sélectionnés pour vous donner quelques entrées sur la question qui est au cœur de chaque session. Donc là, dans ces 4 textes, on a un philosophe états-unien, Murray Bookchin, notre éternel Vandana Shiva, philosophe et activiste indienne, le philosophe des techniques chinois Yu Kui, et aussi la designeuse australienne Julia Watson. Et ces 4 auteurs et autrices nous invitent à sortir d'une vision un peu occidentalo-centrée de la technique et du développement pour les regarder du point de vue de Murray Bookchin de la technocritique, Yu Kui du point de vue des cosmologies chinoises, Vandana Shiva du point de vue des technologies régénératrices et Julia Watson du point de vue des technologies autochtones. Donc on aura l'occasion de revenir sur toutes ces idées au fur et à mesure de la session. Merci. Merci Georgia. Alors donc, avec cette leçon sur la technique, on est au cœur, Georgia l'a dit, de cet effort qu'on mène avec vous pour essayer vraiment un peu plus concrètement. Vous l'avez beaucoup demandé lors des précédents échanges, d'aller plus concrètement vers à quoi pourraient ressembler ces sociétés écologiques de demain. Une autre chose qu'il y a dans notre agenda, on l'a évoqué comme ça rapidement, mais je voulais insister là-dessus, c'est la réforme du projet urbain, la réforme du projet architectural, la réforme du projet de développement. Et là, je m'adresse aussi aux professionnels de l'AFD, et en tant que quelqu'un, moi aussi, qui est la culture du projet, éditorial en l'occurrence, mais voilà, donc cette histoire de refonder le projet comme atterrissage pragmatique, un peu pratique, concret de tout ce parcours de formation qu'on fait ensemble, dans lequel nous-mêmes, d'ailleurs, on apprend au fur et à mesure. D'ailleurs, plus on avance là dans le cours de l'année, plus on se confronte à des sujets où on sort un peu de notre zone de confort. Donc vous allez voir, cette leçon est un petit peu plus foisonnante que d'habitude. Il y a encore plus de slides que d'habitude. On va peut-être être un petit peu plus polyphonique ou cacophonique, parce qu'on avance vers des choses qu'on maîtrise moins. Mais donc voilà, il y a ce double agenda de dire à quoi pourraient ressembler nos sociétés et qu'est-ce que ça veut dire refonder la culture du projet. C'est vers ça qu'on va ensemble un peu en tâtonnant. Et donc il y a une espèce de grand préambule philosophique qu'on voulait faire. On voulait vraiment essayer de combattre, d'attaquer de front cette idée dans laquelle on baigne tous, les uns les autres, en régime moderne, dans l'idée que il existerait un truc comme la technique pure, comme la technique en soi, quelque chose qui soit autonome. C'est une sorte de fantasme positif ou négatif qui nous imprègne beaucoup, cette idée que la technique est une espèce de puissance comme ça, presque magique, un peu, qui résout les problèmes, qui avance, comme si elle formait un monde séparé. Qui est inévitable aussi, comme si le progrès était... Au service de laquelle on doit se mettre aussi, presque comme avec l'agentivité presque d'un dieu, presque, enfin c'est un truc un peu comme ça, même si c'est jamais dit dans des termes comme ça. Et donc cette idée de la technique pure, c'était peut-être la grande illusion fondatrice de nos imaginaires modernes, industrialistes, là, encore une fois, dans lesquels on baigne, nous aussi on vient de là. Et donc on voulait combattre ça et combattre aussi l'illusion inverse. L'illusion inverse, c'est qu'on peut faire de la société sans penser la technique, qu'on peut faire des utopies sociales comme ça où on ne pense pas à la question technique. En fait, les deux sont impossibles. La technique, elle est prise dans la société, elle se met en place avec tout un tas de techniques, et donc on voulait rappeler c'est plutôt d'ailleurs la slide d'avant, mais on voulait rappeler cette espèce de mix entre technique et société. Il n'y a pas de technique qui soit socialement pure, il n'y a pas de société qui soit techniquement neutre.
Il y a comme ça un espèce de mélange des deux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment là qu'on arrive à confronter la question technique, pas comme un truc en soi, mais comme quelque chose qui vraiment soit profondément articulé à la société. Pardon, je me répète un peu, mais voilà. Et donc de penser la technique comme structure sociale, la société comme objet technique. Alors pour démarrer, on avait le sentiment que de tous les côtés, quelles que soient les sensibilités politiques, idéologiques des uns des autres, on est tous pris dans pas mal d'affects sur ces questions techniques, soit qu'on en espère beaucoup, soit qu'on la craigne énormément. Et c'est pour ça qu'on a fait cette première slide où on essaye un peu de déclarer nos affects. On a le droit d'avoir des affects associés à des concepts, c'est super, c'est très bien, mais juste pour, et on n'est pas obligé d'y renoncer, mais juste pour les déclarer. Donc il y a des sensibilités plutôt technophiles, j'ai mis ça sur des espèces de limailles d'aimants comme ça, parce que les affects, ça attire, ça polarise le monde, ça fait des biais. Et donc, il y a des affects plutôt technophiles, des affects plutôt technophobes. Il y a des gens peut-être qui vont être plus neutres, mais souvent, ça tend d'un côté ou de l'autre. Donc, du côté de la technophilie, on va être dans des logiques de innovation, investissement, technosolutionnisme, et tous les problèmes créés par la technique sont résolus par la technique. Du côté de la technophobie, il y a une espèce de nom de principe avec la tradition ludique de détruire les machines, le boycott, le démantèlement. On ne dit pas qu'il n'y a pas du vrai ou du faux, tout ça, il n'y a pas de relativisme, hein, mais on fait une photo de classe, on se montre un peu tous, là, on est tous plus ou moins dans ce champ-là. Alors, il y a un point commun entre ces deux positions apparemment inconciliables, c'est que dans les deux cas, il y a quand même, on investit la technique d'une espèce de surpuissance. Et donc, justement, est-ce qu'on ne retombe pas un tout petit peu dans cette idée d'une magie de la technique, comme ça, d'une agentivité de la technique? Donc, alors, c'est un peu l'idée défendue par les Larère, Catherine et Raphaël Larère, dans un livre qu'ils avaient publié en 2017, de mémoire, chez Wild Project, où ils invitaient à une évaluation sociale des technologies. C'était leur grand truc. C'était surtout le truc de Raphaël qui était génial là-dessus. Il est décédé récemment. On pense à lui. Et donc il disait, pour mener à bien cette nécessaire évaluation sociale des technologies, il ne faut pas se laisser enfermer justement dans ces affects-là, cette polarisation d'affects, que ce soit les bulles roses ou les bulles noires, catastrophe ou promesse. Il y a une spéculation. On spécule parce qu'on investit peut-être un petit peu trop ou mal. Alors un exemple que j'aime beaucoup chez Raphaël, très rapide sur la nécessaire évaluation sociale des technologies, c'est que, par exemple, les OGM. Au moment où sont sortis les OGM, je me rappelle, c'était il y a une vingtaine d'années, on lisait Le Monde à l'époque. Moi, j'étais un écologiste débutant, j'étais un peu perdu. Et on lisait Le Monde, il y avait des grands doubles pages où il y avait pour ou contre des OGM. À gauche, sont-ils bons pour la santé? À droite, sont-ils mauvais pour la santé? C'est un exemple génial de problème mal posé. C'est vraiment, donc à l'époque, j'avais dit à Raphaël, mais alors le débat, c'est quoi? C'est bon, c'est mauvais pour la santé et tout. Et Raphaël avait dit, mais non, mais ce qui compte en fait, c'est de voir quelle filière industrielle ça soutient les OGM, et qu'est-ce que éthiquement c'est en train de faire bouger comme ligne. C'est en train d'aller vers la brevetabilité du vivant, et c'est une énorme accélération de la filière de l'agriculture industrielle pour ces deux raisons. Pour moi, en termes d'évaluation sociale, c'est pas bon les OGM. C'est un exemple tout simple, un peu niveau 1, c'est ceinture blanche de judo, mais à l'époque, ça m'avait beaucoup marqué. Et encore une fois, j'étais débutant. J'avais trouvé que c'était génial comme façon voilà, c'est ça que ça veut dire, évaluation sociale d'une technologie. C'est quelles sont les implications dans les différents champs économiques, politiques, juridiques d'une technologie. C'était une super méthode. Et je trouvais que c'était un raisonnement aussi assez calme, qui était ni dans la haine, ni dans l'amour de la technique. Alors depuis le début là, de nos premiers, on voit qu'on navigue entre des mots technophiles, technophobes, On est dans un flou il y a un petit peu un sémantique. nuage, il y a un petit flou sémantique, merci Georgia. Et donc on a ressenti le besoin pour nous-mêmes, pour construire cette session avec vous, et puis voilà, pour vous, on s'est dit que pour que vous puissiez suivre nos raisonnements, de refaire un petit point sémantique, vraiment basique, mais c'est pour qu'on parte sur un sol à peu près stable, à peu près sain. Donc la notion de technique, elle est hyper large. On peut partir sur une première définition. Vous allez voir, cette définition, on va la travailler, elle va évoluer en cours de session. Mais mettons qu'on parte sur l'idée que la technique, ça concerne toutes les pratiques humaines avec des extensions liées à des extensions du corps, mettons. Donc des outils en quelque sorte. D'ailleurs, quand Illich dit l'outil, en général, il parle de la technique par métonymie. C'est aussi à peu près synonyme du mot art dans son sens étymologique. Art, technique, c'est à peu près le même sens. Donc on part de ce. Je ne veux pas une définition trop précise pour démarrer, c'est un horizon assez large. Plus large, mieux c'est. Ensuite, on rentre dans d'autres mots, technologie, tech ou technocratie. Cela relève plutôt vraiment de la société industrielle. La technologie, au départ, on ne le sait pas, mais en fait, c'est un mot qui désigne, son étymologie en témoigne, la science, la théorie des techniques, l'élaboration d'un discours, d'une réflexion sur les techniques, l'étude des techniques. C'est un mot qui date du XVIIIe siècle, incroyablement, même si dans nos imaginaires à nous, c'est pas à ça du tout que ça renvoie le mot technologie, ça renvoie à des super techniques. L'idée d'une technique, waouh,
C'est la technique, waouh, la technologie. Et alors ce mot arrive en français par l'anglais technology à partir de 1945, c'est le moment du développement, de l'explosion du pétrole, de la voiture, donc ça arrive avec tout un tas de trucs, hein, voilà, Truman. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire technology? Technologie, bah, c'est la technique à l'ère industrielle finalement. Ou alors c'est quelque chose de l'idée d'un truc sophistiqué, d'un système technique sophistiqué qui va agréger des techniques entre elles. À partir de là, assez vite, la génération suivante va arriver la notion de technologie qui soit nouvelle ou haute. Donc, nouvelle technologie, haute technologie, on les résume dans la langue courante en tech. Quand on dit la tech, c'est ça, c'est NTIC, donc nouvelle ou alors haute technologie, high tech. Et donc, ça vient quelque part, chaque couche remplace l'autre. La technologie a tendance à un peu remplacer ou invisibiliser la technique. La tech vient prendre aussi tout le devant de la scène. Ça a tendance à se recouvrir comme ça. Et ce qu'on disait quand même, c'est qu'elle se recouvre, mais elle ne s'annule pas. C'est-à-dire qu'il y a on toujours des techniques de base. Quoi. Ouais. On va y venir après, ouais. Et donc, suite à ça, il y a la notion de technocratie. Alors, je l'ai mise là, bien qu'en fait, celle-ci, elle soit plutôt une notion critique. Elle vient plutôt des mondes de l'écologie, de la critique du développement, qui viennent dénoncer un mode d'organisation qui n'est pas démocratique, alors qu'il se prétend l'être, mais qui en fait est gouverné par ce qu'on peut appeler la technoscience, c'est-à-dire l'alliance entre dispositifs techniques et scientifiques qui se renforcent l'un l'autre, et par le monde industriel. Une analyse qui, à mon avis, reste assez juste. Donc ça forme un petit peu un ensemble au niveau de l'ère culturelle que ça désigne. C'est vraiment notre monde. Et après, il y a la low-tech. On entend beaucoup parler des low-tech. On ne sait pas forcément exactement ce que ça veut dire. Alors, low-tech, ça veut dire quoi? En fait, quand on dit haute technologie, c'est haute sophistication, mais aussi souvent haute consommation d'énergie. Low-tech, c'est une énergie de basse consommation. C'est une énergie donc ça nous intéresse beaucoup par rapport à notre épine dorsale qui est la descente énergétique. On y reviendra dans le cours de la session. Mais voilà, en tout cas, c'est les mots-clés sur lesquels on va s'appuyer en avançant et dont on va améliorer la définition. Oui, j'allais dire, qui dit consommation d'énergie dit aussi consommation de matière. Parce que la haute technologie est aussi très intensive en termes de métaux rares, en termes de toute la matière qui sera mobilisée pour réaliser ce type de technologie, alors que la low-tech c'est plus léger. C'est une question de légèreté. De légèreté, puis aussi du coup d'infrastructures qui sous-tendent ces techniques-là, ces technologies. C'est-à-dire qu'il y a ça qui est intéressant aussi, c'est comme, enfin voilà, on y reviendra, mais la technologie, elle implique en fait d'avoir des chaînes mondiales avec du coup des réseaux, une mise en réseau à échelle continentale, mondiale, qui sort aussi la technique de quelque chose de situé, de préhensible à échelle individuelle, quoi. Et la low-tech, elle est aussi frugale, elle est aussi conviviale, elle est réparable, elle est facile, elle a de la simplicité. Donc voilà, donc on voit. En gros, c'est dans ce paysage de mots qu'on va évoluer là pendant l'heure qui vient. Et donc, Marin le disait tout à l'heure, dans cette histoire-là, on peut revenir à ce premier schéma. Est-ce que la technologie, la tech et la technocratie viennent remplacer quelque chose qui aurait été là avant et qui serait la technique un peu des anciens? En fait, c'est un peu l'idée, un peu l'imaginaire, le récit qui sous-tend le développementisme, l'innovantalisme en permanence, de dire que la technologie viennent quelque part remplacer la technique, comme s'il y avait une sorte de destin manifeste des sociétés industrielles à ce que tout ce qui est fait par des techniques pré-industrielles ou rudimentaires soit remplacé par la technologie, puis la tech, en permanence tout le temps. Il y avait un cheval, il y a une voiture, enfin les exemples sont multiples, il y en a plein comme ça. Donc cette idée du remplacement industriel de la technique par la technologie, c'est une espèce de fantasme qu'on a un peu tous en arrière-plan. Nous, comme tout le monde, hein, on vit dans une société industrielle, on a grandi dedans, on a appris plus ou moins cette idée à l'école comme ça. Et donc, par opposition à cette idée-là, que j'ai essayé de schématiser dans ce visuel-là, il y a l'idée qu'on voudrait vous proposer de regarder. C'est ce qu'on appelle un reclaim écologique de la technique, donc une réappropriation, une réclamation, une envie de revendiquer aussi. Ouais, de revendiquer, merci Marin. De dire qu'en fait, la technologie n'est qu'une partie, les techniques industrielles ne sont qu'une partie d'un truc qui s'appelle la technique, qui est un patrimoine immense, multiséculaire, millénaire, un matrimoine, qui concerne l'agriculture, l'architecture, les arts et artisanats divers. Et donc, c'est bien ce cercle-là qu'on a figuré là en bleu clair, c'est dans ce cercle-là qu'on va naviguer maintenant pour voir quelle est la place des uns et des autres, quelle est la place des techniques industrielles, des techniques artisanales. Encore une fois, l'industrie ne remplace pas l'artisanat. Il y a aussi ce fantasme qui était très fort
quand moi j'étais enfant, je me rappelle avoir entendu ça dans les années 80, que le problème de l'industrie était réglé. Il avait été donné aux pays du Sud, et nous, on n'était plus qu'un pays du tertiaire. Dans le Nord, c'était du tertiaire, la théorie de l'information, l'économie de l'information. On allait juste nous gérer des espèces d'infos comme ça, puis après la production, c'était comme si le tertiaire remplaçait le secondaire lui-même remplaçait le primaire, puisque la paysannerie était industrialisée. Enfin, il y a une sorte de fantasme comme ça d'émancipation à l'égard de la matière qui va avec cette idée-là. Donc nous, opposés à cette idée-là, on vous propose cette conception-là écologique de la technique. Elle est intéressante parce qu'elle permet tout d'un coup de voir notre propre histoire différemment. Et si on reprend notre Marot, prendre la clé des champs, en fait, c'est exactement ce que dit Marot quand il dit « L'urbanisme et l'agronomie ont fait la preuve de leur échec en détruisant les sols et en détruisant les territoires. Et donc, il faut en revenir, il faut renouer le fil de l'art agricole, de l'art urbain, parce que c'est comme ça qu'on disait, avant de parler d'urbanisme, on parlait d'art urbain ou d'art agricole. Et le mot art ici est exactement entendre dans le sens du mot technique. Il ne s'agit pas d'un art comme les beaux-arts exactement ou l'art contemporain, c'est l'art au sens vraiment technique, dans une sorte de dialogue, de négociation. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, enfin, cette conception-là écologique de la technique, elle est intéressante tout de suite parce qu'elle nous permet de regarder le monde autrement, de se dire « Ah, mais oui, c'est millénaire d'art agricole, c'est millénaire d'art urbain. En fait, ils ont une valeur, ils ne sont pas écrasés, annulés par l'agronomie et l'urbanisme. » Alors, ce reclaim écologique de la technique que nous, on vous propose de faire dans cette session, que quelque part Marot a mis en œuvre pour l'agriculture et l'architecture dans son livre, il y a des gens qui l'ont pris tellement au sérieux qu'ils ont décidé d'arrêter leur travail et d'y consacrer une décennie. Alors c'est le cas de cet architecte emblématique chinois, Wang Shu, qui a une agence avec son épouse, dont je ne connais pas le nom d'ailleurs, j'aurais dû la mettre. Donc arrivé à maturité, vers, je sais pas, 35-40 ans, ils ont décidé qu'en fait on ne pouvait pas penser l'avenir de la ville chinoise si on continue à laisser se perdre les techniques traditionnelles artisanales. Et donc ils ont tout arrêté. Et pendant 10 ans, ils se sont formés aux techniques artisanales chinoises, de peur qu'elles se perdent et qu'elles soient entièrement disparues. Leur idée, c'était que si elles sont vraiment entièrement disparues, il n'y aura plus d'avenir possible en Chine. Et donc là, on voit à la Biennale de Venise, leur travail a été couronné après par le Pritzker et tout. À la Biennale de Venise, ils ont fait, là ici, un échantillonnage des différents types de tuiles vernissées dans la Chine ancienne. Et donc, ils ont fait ce reclaim, cette réappropriation, ils l'ont fait physiquement pendant une décennie et intellectuellement. Voilà, c'était pour un peu donner du poids à cette idée d'un reclaim écologique de la technique. Alors cette idée, elle n'est pas non plus nouvelle. Dès l'émergence de la société industrielle, au deuxième moitié du 19e siècle, on commençait à voir apparaître le paradigme industrialiste qui recouvrait l'artisanat. Et il y a eu un mouvement qui est apparu au Royaume-Uni, donc un des foyers, comme vous savez, de la révolution industrielle, qui s'appelle le mouvement Arts and Crafts. Alors c'est une nébuleuse de plein de gens qui a duré plusieurs générations. Qui veut dire art et artisanat. Pardon, oui, art et artisanat. Qui reprend le mot art au sens initial, traditionnel, qui est le mot sens technique. Donc une des figures de ce mouvement, c'est William Morris, mais il y en a plein. Il y a aussi un garçon qui s'appelle Ruskin. Enfin, il y a toute une nébuleuse de gens. Et donc, on peut avoir un aperçu de leur idée à travers deux petites citations que j'ai mis là. Une que j'aime beaucoup en tant qu'artisan moi-même dans mon métier. Le bonheur réside dans l'artisanat, car un ouvrier ne peut s'épanouir et être fier de son ouvrage que s'il participe à chaque étape de sa réalisation et de sa fabrication. Et c'est intéressant, là, on se met à parler de quoi ? Du travail et du bonheur. C'est des thèmes importants. Quand on parle technique, les techniques, elles ne sont pas comme ça dans des catalogues Apple. Elles sont dans nos vies, dans nos mains, elles nous occupent du matin au soir. Et donc cette idée de mettre le bonheur sur la table, je trouvais ça intéressant. Moi, ça me parlait dans le plaisir de faire un livre du début à la fin, même si je ne suis pas à l'étape de l'impression, malheureusement, mais en tout cas de suivre un processus. Et c'est on en parlait ce matin avec Marin, c'est cette distinction que fait William Morris entre ouvrier et œuvrier. Entre un peu le malheur ouvrier qui s'occupe juste d'une étape du processus et le bonheur de l'œuvrier qui arrive à tenir toutes les étapes. À faire œuvre, du coup. Ouais. À faire œuvre, effectivement. Ouais. Et là aussi, la notion d'œuvre, elle n'est pas que dans l'art pur, elle est dans l'art au sens artisanal technique. Et donc, il y a à nouveau cette idée-là de sauvegarder, de réapprendre les techniques traditionnelles, qui n'est pas du passéisme, mais qui est l'idée d'avoir une vision globale des techniques. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les techniques industrielles, vous entendez bien. Hein. Des fois, quand on recherche l'équilibre, on nous accuse de dogmatisme, les écolos. On nous dit « Ah, vous êtes dogmatique, vous rejetez ». Mais non, on ne rejette pas, on inclut justement. On cherche justement à penser ensemble. On refuse
le rejet par la technique industrielle des techniques non industrielles. C'est nous qui sommes pluralistes, en fait. Donc, arrêtez de nous traiter de dogmatiques. Ça, c'est un point quand même et que ces techniques traditionnelles dont il parle William Morris, qui sont, là, on en avait quelques exemples, mais la tapisserie, la broderie, etc., elles sont par ailleurs multimillénaires, elles sont très fines, elles sont situées, leurs matières premières viennent d'endroits qu'on peut soi-même documenter. Enfin, donc, c'est aussi un rapport à la technique qu'on appelle traditionnelle, mais qui est aussi, en fait, en grande partie écologique parce qu'il est situé, il n'est pas lié à des chaînes d'approvisionnement mondiales, ce qu'était en train de faire la révolution industrielle en Grande-Bretagne à ce moment-là, quoi. Alors, c'est vrai que quand on entend ces mots, tapisserie, broderie, impression au bloc de bois, émaillage, dinanderie, poterie, teinture naturelle, métier à tisser, etc., on peut entendre « Ah, mais vous croyez quoi, que ça va remplacer l'industrie ?» Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire l'inverse, c'est-à-dire que l'industrie ne les remplace pas, eux. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que des fois, il peut y avoir des réactions affectives, émotionnelles, qui sont là « Ah, ils nous tirent vers le passé et tout. » Non, on ne nie pas qu'il puisse y avoir des apports industriels intéressants. Ce qu'on refuse, c'est l'unilatéralisme industrialiste. C'est-à-dire l'idée que ça n'ait plus d'intérêt, plus de valeur et plus de place dans notre société. L'obsolescence du savoir-faire artisanal. C'est ça. Ouais. Et donc, vous voyez qu'avec cette histoire de technique, avec cette inséparabilité entre technique et société, vous voyez que, en fait, le cœur de la question, tellement brûlant qu'on avait consacré une énorme partie, qu'on a finalement supprimé, c'est trop compliqué, c'est trop long, c'est la question du travail. Question complexe, qui d'ailleurs faisait aussi dissensus entre nous dans des sensibilités et des approches différentes. On la garde pour une autre fois. Mais on voulait quand même en dire un tout petit mot avec cette... Elle est hyper importante. Elle est hyper importante, mais elle est tellement importante qu'on ne peut pas la prendre trop à la légère. Donc elle va affleurer en dessous pendant toute cette session, mais on a renoncé à la prendre à bras-le-corps, c'était trop compliqué, trop long. Ça nous détournait, ça faisait une bulle qui sortait de la technique. Mais quand même, je voulais partager avec vous cette session de Wendell Berry. Donc Wendell Berry, c'est un des grands pionniers aux États-Unis de l'agroécologie dans les années 60, 70, 80, qui n'est pas encore hyper connu en France, mais c'est comme Rachel Carson, c'est une immense figure, notamment dont par exemple Bell Hooks était très très fan. Bell Hooks, on va dire, c'est un de ses maîtres à penser. Et donc il y a cette idée très forte chez Wendell Berry dans un texte de 1989 qui s'appelle « Le racisme et l'économie ». Je voulais vous lire en entier, parce que je l'aime beaucoup, enfin lire cette petite session en entier. La racine du problème racial, c'est notre désir illimité d'être supérieur à notre propre condition. Nous souhaitons échapper aux efforts et aux tracas de la responsabilité, qu'il s'agisse de prendre soin de nous-mêmes, des autres ou de la terre. Si nous avons réduit les Africains en esclavage, ce n'est pas parce qu'ils étaient noirs, mais parce que leur travail permettait de nous libérer de toute obligation et de toute responsabilité. Donc vous voyez que Wendell Berry dit que l'origine du racisme, c'est précisément la volonté de se séparer de ce qu'on percevait comme aliénant dans un travail de la terre, dans un travail de la matière, dans un travail du soin quotidien. Et qu'il fallait, pour déléguer ça, le donner à des êtres humains qu'on considérait comme inférieurs. C'est extrêmement pratique pour pouvoir... Mais que la racine du problème du racisme, c'est notre rapport au travail intime. Et c'est pour ça, par exemple, c'est un petit détail, mais ça n'en est pas un. Chez Gandhi, par exemple, la seule fois où il a levé la voix sur sa femme, et après il s'en est voulu, je crois qu'il a même levé la main, il a dit « j'étais un homme violent, j'étais un homme violent », c'est parce qu'elle refusait, comme lui, de nettoyer les toilettes dans son ashram. Parce que chez Gandhi, on nettoie les toilettes, on va jusque-là, parce que pour Gandhi, c'est libérateur d'aller nettoyer les toilettes, de ne pas confier ça à autrui, parce que ça, c'est dégradant pour lui. Au moment où je confie à autrui de nettoyer mes toilettes, je me dégrade. Mais quand je nettoie les toilettes des autres, et c'est ce que la femme de Gandhi avait du mal à faire, nettoyer ses toilettes passe encore, mais celles des autres, pour Gandhi, c'est là qu'on s'émancipe. Alors ça pourrait se discuter et tout, mais c'est quand même une idée assez forte. Et ça résonne avec une phrase que Myriam avait dit lors de la dernière cohorte que j'ai remis là. Je trouvais que c'était une intuition très forte qu'elle disait « Mais en fait, une société écologique, c'est une société sans esclaves ». Et j'ai trouvé que la phrase était vraiment forte, donc on a remis Myriam à côté de Wendell. Et peut-être, juste pour le dire vite, mais c'est quand on disait que la technologie ne vient pas remplacer les choses basiques, triviales de la technique, c'est que même dans les open space de la high-tech, il y a bien des gens qui viennent laver les toilettes. Et en fait, les techniques de soins et de ménage, en fait, elles ne disparaissent pas, juste on les invisibilise, mais c'est pas parce qu'on les invisibilise qu'elles ont disparu, quoi. Voilà, et donc c'était la première session, donc on essayait un peu de, on le fait avec vous, en fait, c'est un peu les coulisses de ce que maintenant on va essayer de dire, c'est en fait qu'est-ce qu'on entend vraiment par technologie, qu'est-ce qu'on entend par technique, comment est-ce que les deux se relient et quelle lecture écologique on peut faire de tout ça. Et donc maintenant dans les sessions 2 et 3, on va essayer de répondre à une série de questions plus concrètes,
essayer de prendre le problème vraiment à bras-le-corps. Et donc notamment les personnes qui sont dans la cohorte, qui suivent toutes les sessions de ce cours, on leur a demandé de faire des textes, ils prenaient des études de cas, qui faisaient un retour critique dans une perspective écologique sur des choses qu'elles avaient pu vivre justement dans leur travail, dans leur pratique. Et du coup, c'est un peu en s'appuyant sur ça, donc on redonne quelques questions là qui vont un peu habiter les parties 2 et 3 de notre cours. Donc par exemple, si on se pose les questions dans une perspective écologique de la technique, de la technologie, bah, comment est-ce qu'on fait pour continuer à avoir de l'eau dans des métropoles, des villes de plusieurs millions d'habitants, si on enlève les grands barrages qui endiguent nos fleuves? Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité en arrêtant l'extractivisme? Comment est-ce qu'on fait pour s'habiller tous nos vêtements sans polluer? Et comment est-ce qu'on fait pour manger sans détruire la terre? Bah ça, c'est des questions qui sont sacrément épineuses. Elles paraissent très simples dites comme ça, mais si on veut vraiment rentrer dans ces problèmes, bah en fait, même nous, on n'a pas de réponse. Et donc, c'est là où c'est intéressant de venir travailler au corps ces réflexions-là, de se dire, bah, du coup, si on essaie de se projeter dans une société écologique, à la fois, quelles images on a de la technique, quels sont nos horizons, nos désirs et tout, mais en même temps, concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire comme action, quelle action il va falloir mener pour que puisse exister cette société écologique de la technologie. Donc la première chose vers laquelle on voulait aller, je veux bien que tu mettes la petite slide d'après, c'est d'abord l'idée qu'il n'y a pas de technologie sans question cosmologique. La technologie, c'est, pour le reformuler, elle dépend de la manière dont on se représente le monde. C'est la manière dont on se représente le monde dans une culture donnée qui détermine les façons dont on va penser la technologie, c'est-à-dire dont on va penser les manières dont on va avoir une action sur le monde, dont on va transformer le monde. Donc ça part d'une chose très simple de est-ce qu'on a une charrue avec des bœufs ou est-ce qu'on a un tracteur avec 36 socs et qu'on fait des monocultures. Mais ça, c'est lié à des manières de se représenter le monde. Elles sont sous-jacentes à cette idée-là. C'est pour ça qu'on disait qu'il n'y a pas de technique sans société. Et donc, une personne qui nous semble vraiment intéressante sur ces questions-là, c'est un jeune philosophe chinois qui s'appelle Yu Hui et qui, lui, a pensé la question de la technologie depuis la Chine actuelle. Et ce qu'il nous dit, donc lui, il vit en France depuis une quinzaine d'années. Il dit, mais en fait, il y a un problème fondamental pour moi en tant que personne issue de la culture chinoise, c'est que pour vous, les rapports à la technologie, ils sont prométhéens. Prométhée, c'est celui qui arrive à voler le feu, puis une fois qu'il a le feu, il a la toute-puissance et il peut mettre le feu partout. Il dit, mais en fait, nous, dans l'histoire millénaire des techniques de la Chine, et la Chine, elle a quand même une histoire des techniques qui n'est pas anodine, hein. Ils ont inventé le papier, ils ont inventé la poudre, ils ont inventé l'astronomie. Enfin bon, voilà, en fait, tout autant que nous, ils ont un rapport multimillénaire à la technique et aux technologies. Sinon plus. Ouais, sinon peut-être même plus. Et il dit, mais nous, en fait, si on revient dans l'histoire technique de la Chine, et donc la technologie chinoise, c'est-à-dire les discours sur la technique en Chine, bah nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équilibre, c'est le Dao. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, la technique, elle a toujours été pensée comme une manière d'augmenter l'harmonie avec le monde. Et ça, c'est pas anodin, parce qu'on voit qu'en fait, ça dévoile un rapport au monde complètement inverse. La technique, elle sert pas à asservir le vivant, elle sert pas à mettre le vivant à nos usages, à en faire des ressources, elle sert à augmenter l'harmonie avec le monde. Alors pareil, on n'idéalise pas ça, mais juste c'est ce qu'on retrouve dans les textes historiques chinois. Et juste pour rajouter un petit truc là-dessus, c'est intéressant parce que cette idée-là d'équilibre ou de Dao dans le rapport à la technique, ça vient tout d'un coup donner un poids multimillénaire à l'intuition de Ivan Illich qui pouvait paraître comme une sorte de lubie utopique de la contre-culture, mais en fait, non, c'est au centre d'une des plus anciennes civilisations du monde. Tout à fait. Et donc, ce que dit Youk, c'est quand vous dites technologie, vous avez une définition européenne de la technologie, ou occidentale, mais en fait, c'est pas la seule. Donc, on peut avoir aussi une lecture, on peut dire ethnologique, c'est-à-dire en fait qui s'intéresse aux différentes cultures de la technologie. Et donc, on peut même avoir une lecture à la fois ethnologique et écologique. Et là, en fait, on voit qu'on est obligé de revenir situer les techniques et les technologies à des endroits bien précis. Et ce que dit Youk ensuite, et je pense que c'est là où ça nous intéresse, ça nous permet d'avancer un cran supplémentaire, il dit, en fait, ce qui s'est passé en Chine depuis à peu près une centaine d'années, en tout cas depuis les années 40-50 à minima, c'est qu'on s'est mis à adopter les technologies modernes de l'Occident sans faire attention. En fait, la Chine s'est, entre guillemets, modernisée, comme on aime bien dire. Il dit, mais en fait, cette modernisation de la Chine, le fait de venir faire atterrir des technologies occidentales à l'intérieur de notre culture millénaire chinoise, bah, ça a tout déréglé.
En fait, aujourd'hui, le Dao, cet équilibre, cette harmonie, on ne sait plus où il est. La Chine, elle est rentrée dans une fuite en avant qui est à peu près la même que celle de tous les pays occidentaux et qui est contraire à l'ensemble des textes de l'histoire de la technologie de Chine qui ont plusieurs millénaires. Et il a ce mot qui est assez intéressant, il dit en fait, on a été désorienté. La Chine, c'est l'Orient, c'est notre Orient à nous, l'Occident. Il dit, mais en fait, les technologies occidentales désorientent l'Orient. Donc ça, voilà, ça nous fait... Enfin, voilà, c'est intéressant parce que ça provincialise, ça retourne nos manières de concevoir la technique. Et il dit, en fait, de ce point de vue-là, la modernité, si on la pense depuis la Chine, la modernité, c'est pas une machine qui dysfonctionne, c'est une machine qui marche trop bien. En fait, ça marche trop bien, on n'arrive pas à y échapper, on se fait avoir en fait. On se fait avoir, ça nous détourne de nos cultures traditionnelles, de nos techniques traditionnelles, de nos savoir-faire millénaires, ancestraux, de nos façons de représenter le monde. C'est un peu comme un virus, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il le formule. Donc il y a la citation que vous avez peut-être pu lire pendant que j'en parlais, mais là où c'est intéressant du coup, c'est de se dire que s'il y a une sorte de technique, donc que lui il appelle cosmotechnique, c'est-à-dire des techniques qui sont reliées à des cosmologies, c'est que en fait cette notion de cosmotechnique, elle nous permet de penser le lien entre la technique et les rapports avec le monde, c'est-à-dire entre la technique et la nature. Là, on voit qu'on rentre vraiment dans des questions écologiques, concrètement, quoi. Et il dit, donc là, il parle pour la question de la philosophie, mais c'est peut-être de la façon de réfléchir de façon générale. Comment est-ce qu'on réfléchit à l'unité organique entre technique et nature? Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait, que d'aller vers des réflexions qui nous font penser ensemble la technique et la nature? Donc, et cette histoire puisque le sens de cosmotechnique, c'est l'unification entre l'ordre cosmique et l'ordre moral, ça rejoint aussi toute une approche qu'on retrouve en Inde avec le dharma. Le dharma, c'est la loi du monde, et qui désobéit au dharma, que ce soit un individu ou une société, se met dans une situation infernale pour des générations et des réincarnations. Donc il y a cette idée-là résonne dans d'autres espaces de... Bien sûr, et que je pense qu'elle était présente à peu près partout sur la planète avant la dite modernité, parce qu'on avait ce besoin d'avoir un équilibre dans notre subsistance. Enfin, c'est ça qui nous faisait survivre, en fait. Donc, premier exemple avec cette idée donc, de penser la technique depuis la Chine. Et puis maintenant, on continue avec une deuxième sous-partie. Donc, cette question de la cosmotechnique, c'est-à-dire de penser en fait les techniques avec des manières de se représenter le monde. Mais du coup, si maintenant on revient à des questions vraiment écologiques, on a un nouveau problème. C'est que pour nous, la technologie, ça a toujours été une forme de libération. On pense toujours que la technique ou la technologie, elles vont nous libérer. Et là, en fait, ce que nous dit un philosophe chinois, c'est qu'en fait, plutôt que de nous libérer, ça nous enferme, ça nous contamine. On en est venu à un point où la technique, elle vient nous poser des problèmes. Et donc, cette tension-là entre technologie et liberté, bah, si on refait l'histoire des pensées de l'écologie, c'est exactement ça qui est au cœur des pensées technocritiques écologiques. Premier exemple donc qu'on voulait prendre, c'est celui de Murray Bookchin, donc qui est un des grands penseurs de l'écologie sociale, c'est-à-dire une écologie qui est vraiment reliée aux problématiques de transformation sociale, et qui dès 1965 avait écrit un texte qui est très beau. Alors il a un peu vieilli parce que c'était en 65, enfin voilà, Internet n'était pas encore inventé, etc. Mais vers une technologie libératrice. Et ce texte est intéressant par plusieurs aspects. La première, c'est qu'il dit, en 1965, en fait c'est toujours complètement vrai aujourd'hui, cette phrase-là, que en fait, la technologie semble être en conflit avec elle-même. Il dit, la plupart des gens éprouvent à l'égard de l'innovation technique un sentiment qu'on pourrait qualifier de schizoïde. Et il dit ça, bah, par exemple, on a l'impression que la technologie, par des nouveaux outils, des nouvelles technologies, elle va nous libérer, et en même temps, ben, il y a une menace atomique permanente planétaire. Et ça nous entraîne dans des sentiments un peu schizophrènes. C'est que la technologie, elle nous fait peur, on a l'impression qu'elle nous a dépassés, qu'elle peut en fait mettre fin à tout ou partie de l'humanité presque en un claquement de doigts, et qu'en même temps, c'est elle qui va nous libérer du labeur, de la difficulté qu'il y a à travailler tous les jours dans les champs. Donc ça, c'était le premier exemple. Et le deuxième, peut-être, ce que dit Bookchin aussi, c'est que du coup, de ce point de vue-là, la technologie, elle nous met à distance de la nature. Elle nous éloigne de la nature. Lui, donc c'est comme ça qu'il formule la chose. À voir si on est d'accord avec lui, mais c'est intéressant en tout cas de penser aussi l'industrialisation et la société technologique comme quelque chose qui nous écarte, comme si on devenait un peu hors sol, quoi, qui nous décolle de rapports, de liens en fait entre la technique et la nature, comme le disait juste avant Yuk Hui. Une autre personne extrêmement importante pour nous, enfin en tout cas dans l'histoire des pensées de l'écologie, dans ces questions de lien entre technique et écologie, c'est André Gorz. André Gorz, c'est vraiment un des grands penseurs, on peut dire, des limites de la technologie industrielle et de sa critique écologique.
Donc il a écrit sur ces sujets-là à partir des années, fin des années 70, début 80. Là, on prend un exemple d'un livre qui date de 91, où il resynthétisait un peu tous les travaux qu'il avait pu avoir sur ce sujet-là. Et donc, lui, ce dont il parle, donc dès les débuts des années 90, c'est d'éco-techno-fascisme. Vous voyez, il y a ce mot. Et donc, lui, il dit en fait, ce qui est en train de se passer, le risque qu'on a, c'est que dans une société où la technologie l'emporte contre tout, la technocratie, ben, le risque, il est autoritaire. Et en même temps, il est aussi autoritaire par rapport à la nature. Donc en fait, cette gestion de la nature va devenir un problème central de nos sociétés. Et il disait ça il y a 35 ans hein, quand même. Donc on est vraiment les deux pieds dedans. Et notamment, si vous lisez cette citation, il dit, en fait, un potentiel éco-technofascisme serait prêt à remplacer artificiellement les cycles naturels par des niches synthétiques qui, en quelque sorte, économisent le milieu de vie, industrialise la production de la vie elle-même, y compris la vie humaine, en commercialisant des fœtus et des organes, en maximisant les performances des organismes vivants, et y compris les performances humaines par des moyens d'ingénierie génétique. Ça pose tout un tas de questions, mais juste pour dire, il y a 35 ans, il y avait des gens qui avaient déjà vu le truc venir, du transhumanisme et compagnie. Là, c'était déjà en fait, lisible et visible dans la société qui était en train d'advenir dans les années 90. Donc ça, c'est la partie plus critique de la technologie, de l'écologie. Donc là où elle dit, en fait, les sociétés technologiques viennent poser un problème de liberté, potentiellement nous enferment, en fait, et en même temps, c'est là où il y a le dilemme écologique, il y a aussi une idée que la technologie peut nous libérer. C'est quand même possible. C'est juste qu'il faut peut-être qu'on redéfinisse ce qu'on entend par technologie et comment est-ce qu'on fait en sorte de toujours subordonner la technologie à l'écologie. C'est ça la proposition que font des André Gorz ou des Murray Bookchin ou même des Ivan Illich, c'est de dire on n'est pas contre la technologie, on est contre cette technologie et cette définition-là de la technologie. Par contre, si on pense la technique et la technologie depuis des formes de recherche d'équilibre écologique, alors peut-être que ça peut nous être utile. Donc dès 65, par exemple, Murray Bookchin, il dit que les 3 problèmes que aborde son article vers une technologie libératrice sont qu'est-ce qu'on garde de cette société dans laquelle il y a déjà toutes ces technologies, qui est déjà héritée de tout cet extractivisme? Qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce qu'il y a déjà là pour d'autres usages qui nous permettent de faire une vraie transformation sociale? Et en même temps, troisièmement, qu'est-ce qu'on invente? Parce qu'en fait, peut-être que ça ne nous suffit pas, et peut-être qu'avec cette définition-là de la technologie, il y a des choses à côté desquelles on est en train de passer. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler le potentiel libérateur de la technologie. Et donc ce que propose Bookchin, très concrètement, c'est de faire réatterrir les technologies, ce que lui, il appelle des éco-technologies, on y reviendra, de dire en fait, la meilleure manière de repenser la technologie, c'est de la penser depuis des lieux, depuis des endroits situés qui déterminent des manières de faire technologie qui correspondent aux lieux dans lesquels on vit. Les lieux pouvant aller jusqu'à des régions, hein, c'est pas forcément juste des petits villages, quoi. Voilà. Et donc, peut-être je m'arrête là pour cette partie-là. Et Georgia, je te laisse la parole sur, du coup, ce qui est la phase d'après du travail de Bookchin. L'idée que, du coup, ça veut dire inventer des technologies qui soient au service de la vie. Tout à fait. Donc, en fait, au tout début, j'avais évoqué l'idée que les pensées de l'écologie sont souvent technocritiques. Mais il est vrai qu'il y a aussi un versant des pensées de l'écologie dont nous avons beaucoup parlé au premier semestre, qui joue un grand rôle dans ce qu'on appelle la transition écologique, la 3e révolution industrielle, qui est plutôt technosolutionniste, qui est plutôt du côté technophile du spectre, qui cherche à résoudre les problèmes finalement qui viennent souvent de la technologie par plus de technologie. Et Murray Bookchin, il n'est pas technophobe, il n'est pas technophile non plus, il pose la question autrement, il va vers un changement de paradigme, donc un changement plutôt de nature cosmologique. Justement, qui va au-delà de ce grand partage nature-culture par rapport à la technologie pour penser des technologies qui soient au service de la vie, qu'il appelle des éco-technologies.
Donc, je vais vous lire la citation, je trouve que ça vaut la peine. Une écotechnologie est donc une technologie morale, une technologie qui s'oppose au gigantisme, au gaspillage et à la destruction de masse que provoquent sur l'environnement les formes capitalistes de technologies conçues uniquement pour le profit. Donc, il s'agit de changer en quelque sorte le motif pour lequel on design ou on conçoit ou on met en place nos technologies. Et donc, une écotechnologie, c'est aussi une technologie qui permet d'enrichir, par exemple, un écosystème. Au lieu d'appauvrir un écosystème, comme fait par exemple l'agriculture industrielle qu'on connaît bien aujourd'hui, la question serait comment enrichir la terre, comment améliorer ce qui est autour en termes de biodiversité, par exemple. Et donc, ça pose aussi la question, donc, si on revient à la question de la libération et qu'on passe à la suite, si on revient un peu plus à l'humain, quelles technologies, justement, vont permettre la liberté et comment est-ce qu'on conçoit cette question de liberté? Est-ce que la liberté, c'est se libérer du travail? Et d'ailleurs, finalement, cette promesse de libération du travail n'a pas été tenue en grande partie parce que ce système capitaliste est aussi extractiviste envers les êtres humains. C'est-à-dire que quand on améliore l'efficacité d'un processus, au lieu de travailler moins, l'ouvrier il va travailler le même nombre d'heures, mais on va produire plus. Donc, on revient à André Gorz, qui est le grand philosophe de l'autonomie, justement, c'est au cœur de sa pensée. Et donc, la question, c'est comment la technologie peut nous rendre plus autonomes. Donc, lui, il évoque Ivan Illich, si vous vous souvenez, qui parle de l'outil convivial versus hétéronome. Gorz, il change un tout petit peu le vocabulaire. Il parle de technologies ouvertes versus technologies verrou. Donc, les technologies ouvertes, c'est des technologies qui améliorent l'autonomie de l'individu. Et les technologies verrou, c'est ce qui, là je vais vous lire la citation, sont des méga-technologies, monuments à la domination de la nature qui dépossèdent les êtres humains de leur milieu de vie et les soumettent eux-mêmes à leur domination. Donc, si on revient à un exemple classique d'Ivan Illich, par exemple, la voiture individuelle est quelque chose qui induit un rapport de dépendance à la technologie, qui réduit l'autonomie de l'être humain, qui devient, par exemple, même les voitures aujourd'hui deviennent de moins en moins réparables. On ne peut plus réparer sa propre voiture. Peut-être que la 2 chevaux, ça va encore, quoi. Voilà. C'est aussi une technologie chère qui dépend sur une infrastructure extrêmement lourde et donc qui rentre dans cette catégorie de technologie verrou. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, justement? Comment aller vers des technologies ouvertes ou libératrices? Gorz, il propose cette idée de faire mieux avec moins, dans l'idée que les meilleurs produits sont ceux qui sont durables, faciles à réparer et entretenir, faciles à démonter en fin de vie pour en récupérer les métaux, par exemple. Et aussi des technologies frugales, voilà, qui rendent le même service tout en utilisant moins d'énergie. Ça peut paraître tarte à la crème, mais en lisant cette liste, on voit bien à quel point l'innovation, aujourd'hui, les milliards de dollars dépensés chaque année dans l'innovation industrielle vont à l'inverse de cette idée-là, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, la voiture, la tech, qui sont les principaux lieux de développement, j'en oublie peut-être un, mais on voit bien que c'est absolument l'inverse qui est développé. Ouais. Tout à fait, et c'est aussi une invitation à voir une sorte de restauration du rapport entre la technologie et l'écologie comme un défi technique, parce que des technologies durables, réparables, démontables, et qui rendent les mêmes services en utilisant moins d'énergie, c'est un défi technique énorme. C'est de la high-tech. On peut éventuellement s'inspirer des technologies traditionnelles, artisanales, mais
qui demande aussi à certains endroits de l'innovation. Merci. Voilà. Juste pour finir, ça pose la question de qu'est-ce qui est high et qu'est-ce qui est low. Oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, la high-tech s'est approprié le high, la hauteur, sur des trucs qui, à certains égards, sont assez bas en termes de rendement, en termes d'intelligence. Donc peut-être que les low-tech sont high-tech et les high-tech sont low-tech. Fin de la Et donc, parenthèse. donc ensuite, voilà, quelles sont ces technologies qui permettent de réparer le monde, justement. Oui, tout à fait. Et donc là, pour refaire un peu le fil de cette deuxième partie, vous voyez qu'on a volontairement essayé de dire que la technologie, en fait, ça dépend comment on la pense. C'est ça l'idée de cosmotechnique, que cette histoire technocritique des pensées de l'écologie, elle existe, mais qu'elle n'est pas binaire, en fait. Elle propose de repenser la technologie, donc bien en fait de dire que c'est un problème cosmologique et social. Il faut qu'on redéfinisse nos rapports à la technique. Et par ailleurs, dans les pensées de l'écologie, on trouve aussi présent depuis bien longtemps, notamment depuis des voix des Suds et depuis des voix dominées, l'idée que ce que vous appelez technologie, l'Occident, pour nous, c'est pas de la technologie. Pour nous, c'est pas du tout ce qu'il y a de plus malin. Et donc, notamment, c'est là où on en vient, par exemple, à Vandana Shiva, qui, elle, parle de technologie de la nature. Technologie de la nature, nous, Européens, Occidentaux modernes, ça nous fait toujours un peu bizarre. On se dit, bah non, la nature, ça peut pas être une technologie, c'est juste la nature. C'est censé être quelque chose de passif et de mort, comme on l'a déjà démontré à plusieurs reprises. Bah oui, mais en fait, si on essaye de penser la manière dont le vivant évolue et se perpétue au cours des millénaires, il y a déjà dans la nature des tas de formes de technologies qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est ce que dit Vandana, par exemple, dans son dernier ouvrage. Les économies et les technologies des cultures autochtones, qui sont non violentes, biodiverses et basées sur les cycles vivants du carbone, ont été violemment remplacées par des économies et des technologies du carbone mort, c'est-à-dire des combustibles fossiles et de leurs dérivés toxiques. Par exemple, si on prend les cycles du carbone vivant, c'est-à-dire en fait le carbone qui s'échange entre les plantes, les arbres, les plantes qu'on fait pousser, le carbone, du coup, l'air que nous aussi on respire, ce carbone vivant-là, il y a à l'intérieur de ces cycles du carbone vivant tout un ensemble de technologies qui sont extrêmement intéressantes et qui en fait racontent toute l'histoire de, par exemple, l'agriculture, la domestication des espèces sauvages. C'est bien en s'appuyant sur les technologies de la nature, sur tout ce qu'il y a déjà d'intelligent dans la nature, ces cycles-là qui poussent, qui soutiennent nos existences, qu'on peut accompagner, avec lesquels aux côtés desquels on peut travailler pour nous-mêmes subvenir. Et là, ça met du coup les communautés humaines, les êtres humains, dans une toute autre position. Et donc, pour parler après Vandana Shiva, qui avait écrit dans les années 90 ce livre qui s'appelait Monoculture de l'esprit, pour continuer dans cette idée-là, on pourrait dire que nous, on vit aujourd'hui dans des monocultures technologiques, et qu'il existe des polycultures technologiques, qu'il y a en fait plein de manières de concevoir la technologie, et que si on pense des techniques au service de la vie, alors là, on peut commencer à redocumenter plein de manières différentes de se relier à la technique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans la troisième et dernière partie. Et on avait peut-être un tout petit mot aussi. Ouais, il y avait un tout petit truc, c'est qu'à ce moment-là, où tu nous dis ça, Marin, on se rend compte qu'on est en train de faire un petit écart sémantique que je voulais souligner. Tout d'un coup, on dit qu'il n'y a pas que les humains qui ont des techniques, alors qu'on était parti dans cette session tranquillement avec une définition classique de la technique comme extension du cœur humain. Vous vous rappelez, donc une définition très socio-centrée, anthropocentrée de la technique. Et là, je voulais acter le fait qu'on est sorti de cette idée-là et qu'on fait un saut conceptuel que certains penseurs n'aimeraient pas du tout. On fait un saut conceptuel en disant qu'en fait la technique n'est pas l'apanage de l'homme uniquement, mais que tout être vivant a des techniques. C'est pas parce qu'elles sont pas dotées de conscience et de business model que c'est pas des techniques. Et donc ça se voit à l'échelle des individus, à l'échelle des écosystèmes, et même dans ce que dans la théorie de l'évolution on appelle l'exaptation. Vous savez, le fait d'utiliser une compétence. Les plumes des dinosaures qui n'étaient pas du tout faites pour voler au départ, qui sont ensuite utilisées par des oiseaux pour voler, c'est un exemple parmi plein d'autres d'exaptation, où en fait, les outils ne sont pas que des extensions de notre corps, ils sont aussi dans le corps lui-même. Donc il y aurait une perspective radicale écologique sur la technique. C'est juste pour faire un tout petit peu une minute de philo, mais de se dire, tiens, en fait, la technique, elle est inhérente au déploiement de la vie et des organismes vivants. Chaque organe est un outil technique aussi. Ouais, et du coup, la question que ça pose, c'est est-ce que ça existe des technologies qui ne sont pas anthropocentrées, qui ne sont pas centrées que sur les humains ? Est-ce que du coup les milieux de vie en tant que tels ont des technologies et est-ce que les alliances entre des communautés humaines et des milieux de vie peuvent créer des technologies qui sont peut-être plus intelligentes que juste les communautés entre elles, considérant que la nature est quelque chose de passif? Et là, il y a un exemple très rapide, mais qui est celui par exemple du biomimétisme, juste pour dire qu'en fait, même dans l'Occident moderne et dans les définitions classiques de la technologie, on voit bien qu'il y a des technologies dans la nature. Le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? C'est de faire rentrer dans le monde industriel des processus qui ont cours dans la vie,
qui sont du coup, en fait, le vivant, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'avec le moins d'énergie, il arrive à faire les choses les plus utiles. Et en fait, du coup, on vient utiliser du coup, observer le vivant pour, par exemple, je sais pas, une toile d'araignée. Si on arrivait à créer un filin aussi fort, aussi puissant que celui d'une toile d'araignée, on pourrait arrêter un avion de chasse en train de voler, tout que ça l'arrête. C'est ça que fait une toile d'araignée à l'échelle d'une araignée et d'une mouche. Mais du coup, ça, nous, on sait pas le faire. Et donc, on pourrait se dire, bah là, les technologies de la nature, en fait, elles savent faire des choses que nous, on sait pas du tout faire. Et donc ça pose aussi tout un tas de questions. Donc là, le problème du biomimétisme, c'est qu'il réintègre ces technologies-là à l'intérieur du monde industriel pour des questions de profit et de domination. Mais on pourrait tout à fait les imaginer en dehors de ce cadre-là. Et c'est ce qu'on va essayer de faire là dans la troisième partie. Et juste pour finir sur cette histoire de technologie, technique dans la nature, il y a plein d'exemples qui nous amènent aussi, juste les mentionner en passant, mais il y a plein d'exemples. L'idée des cultures animales, c'est né dans les années 50 suite à une observation du primatologue Imanishi qui a observé qu'il y avait certaines communautés de singes à qui on avait appris à laver les patates douces avant de les manger et qui avait transmis ce truc de laver la patate douce. Qui dit culture, dit technique. Technique et culture, ça se touche de très près. Et donc ça, c'est un exemple. Il y a un livre qui vient de sortir récemment que j'ai pas encore lu, mais le titre me semblait mériter d'être mentionné, d'un Néerlandais qui s'appelle Jaap de Rode, Nos plus grands médecins, comment les fourmis, les papillons, les éléphants se soignent depuis des millions d'années. L'idée, ce serait qu'une partie du savoir pharmaceutique que l'humanité aurait acquis, ce serait en observant des animaux qui eux-mêmes utilisaient des plantes dans la nature pour se soigner. Donc ça aussi, c'est une technique de soin qui est là, qui est présente. Donc c'est pas juste fantasmatique comme idée, il y a un vrai contenu éthologique, ethnographique autour de tout ça. Fin de la parenthèse. C'est à moi, vous, là. monsieur. Ah, oui. Alors donc vous voyez, on a commencé par un grand préambule philosophique sur technique et société. Marin ensuite a posé quelques axes pour nous aider à penser, à aller vers un atterrissage. C'était encore à un niveau un peu théorique, mais quand même d'aller vers un atterrissage de ce serait quoi des techniques écologiques. Dans cette partie-là, maintenant, on aimerait essayer d'atterrir avec vous vraiment pour essayer de répondre à votre question anxieuse que je sens derrière la caméra, qui est « mais putain, comment on fait ?» Concrètement, allez-y, racontez-nous quoi, comment ça se passe. Alors évidemment, on ne sait pas, mais on va quand même essayer. La question peut-être là, c'est vraiment, quand on n'a pas de réponse, on reformule les questions. Donc peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est vraiment de savoir comment est-ce que, de façon systémique, on peut essayer de se projeter en repensant l'ensemble de l'organisation technique des sociétés écologiques de demain. Donc ce qu'on va faire ici, vous voyez bien qu'on est quand même à un niveau de généralité qui reste assez haut. On fait une espèce d'effort de ce qu'on pourrait appeler une sorte de construction conceptuelle concret. C'est un peu une alliance de termes un peu bizarre, mais on n'est pas des ingénieurs, on ne va pas aller sur une filière précise, mais on essaie de se dire si on oriente nos efforts vers l'idée de la réparation, qui sera l'objet de la prochaine et dernière session, comment est-ce qu'on commence à mettre en œuvre un truc qu'on pourra appeler des cercles vertueux, c'est-à-dire des cercles vertueux de réparation. Là, on voit bien qu'on est pris dans des cercles vicieux de destruction, où plus on veut répondre à la destruction, plus on détruit. C'est le drame de la transition écologique qui veut répondre à la crise écologique et qui la renforce. Donc, hop, comment est-ce qu'on essaie d'imaginer des cercles vertueux de réparation? Alors, cet exercice-là, peut-être que tout d'un coup, ceux qui sont dans la cohorte, ils se disent, ça me rappelle un truc, c'est exactement ça qu'on avait essayé de faire dans Ville terrestre. Ville terrestre, c'était exactement essayer d'imaginer des formes de villes écologiques du futur dans lesquelles il y a des cercles vertueux qui se mettent en place, où plus on est bien, plus la ville est vivante, plus elle est vivante, et ça finit par créer une sorte de robustesse comme ça de la vie qui est régénérée et qui revient. Donc ça, c'est une espèce de... On a un horizon, c'est la réparation. On a une espèce de structure, c'est la mise en place de cercles vertueux qui font une auto-soutenabilité du truc en équilibre. Et on a aussi une épine dorsale. Alors je fais un pataquès métaphorique, là tout se mélange un peu, mais c'est un peu exprès, on fait une salade mélangée. On a une épine dorsale dans tout ça, ou un axe, disons, pour regarder des métaphores de cheminement, une direction, un cap, c'est l'histoire de la descente énergétique. Mais maintenant qu'on va prendre, comme le disait Georgia, c'est elle qui amène cette notion-là dans la session, comme un défi technique. C'est-à-dire que la descente énergétique, ok, c'est ce qui nous attend, qu'on le veuille ou non, mais c'est aussi, on peut le prendre comme un défi technique, un projet technique. Comment est-ce qu'on fait mieux avec moins? Encore une fois, je reviens sur cette slide tarte à la crème, mais toute la question est là, elle est très bien posée. Comment on fait mieux avec moins? À ce stade aussi, parce que apparemment je suis le mec des définitions aujourd'hui, à ce stade on essaye un petit peu de démarrer avec une définition qui vient un peu ressaisir tout ce qu'a dit Marin dans la partie 2. Qu'est-ce que c'est qu'une technique écologique? On peut dire que le premier principe d'une technique écologique, c'est qu'elle ne nuit pas.
C'est un grand principe chez Hippocrate, vous savez, en latin, ça fait savant. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Ça a l'air tarte à la crème, ça aussi c'est couillon, c'est un grand principe de la médecine au départ. Mais si on avait suivi ce principe des anciens, d'abord ne pas nuire, il y a pas mal de techniques qu'on n'aurait jamais mises en œuvre. Donc c'est un principe qui a le mérite d'être simple et efficace et qu'on peut afficher dans nos bureaux respectifs en haut de nos murs parce que c'est un beau principe. Et ensuite, si elle est globalement au service de la vie sur Terre. On pourrait s'arrêter là, on a voulu développer un tout petit peu, ça veut dire quoi? Au service de la vie sur Terre, la vie humaine et non humaine, hein, bien sûr. D'abord, en contribuant à l'éternelle citation d'Aldo Léopold, à l'intégrité, la beauté et la stabilité de la communauté biotique, au niveau local comme au niveau global. Hein. Il ne s'agit pas de replanter 3 plantes ici pour émettre du CO2 sur la Terre, ça ne marche pas. Et ensuite, en étant au service de, on va dire, l'autonomie, la liberté, le bien-être, l'épanouissement des sociétés et des personnes. On a mis les deux parce que vous savez, chez toutes ces traditions écologiques, illiches, personnalistes, on pense la personne humaine, non pas l'individu, mais la personne humaine, dans sa dignité et dans son lien avec la société, les deux étant indissociables. Donc, bon, c'est une définition de travail, mais ça nous permet un peu d'avoir ça dans la poche, ça nous rassure dans ce dernier élan, puisque maintenant, on se dirige vers des choses un peu plus concrètes. Alors, ah oui, c'est encore à moi ça. Donc, notre épine dorsale, c'est peut-être le truc qui nous rassure le plus dans cette... puisque là, on sort des choses... on va dans la prospective, c'est un peu vertigineux. Le truc le plus costaud, c'est cette sorte de descente énergétique. Lors du séminaire qu'on a passé ensemble le mois dernier, c'est revenu un peu dans les questions. Il y a des gens qui disaient « Oui, mais pourquoi vous avez mis la descente énergétique en numéro 1 ? Moi, je pense que ça doit être l'eau, ou je pense que ça doit être l'air, ou ça doit être le feu, ou je sais pas, enfin, quelque chose d'autre. Pourquoi ça ?» Et donc, la question est légitime. On voulait remettre en avant cette histoire de descente énergétique en rappelant l'importance conceptuelle de ce truc. C'est pas l'énergie, pour nous, c'est pas un secteur parmi d'autres, comme à l'AFD où il y a la division ville, la division énergie, la division transport. C'est pas un secteur parmi d'autres. L'énergie, c'est l'infrastructure des infrastructures. C'est-à-dire que c'est ça qui permet tout le reste. Donc c'est la base de la base vraiment, et c'est de là que viennent nos problèmes, enfin une grande partie de nos problèmes directs et indirects. Alors la notion, tu voulais dire un truc, Marin? Que le temps file. Ouais. Mais à part ça, vas-y, continue. Non, mais je pense que ça va aller. Alors d'abord, d'où vient la notion? On aime bien toujours rehistoriciser les trucs. L'origine de la notion. En tout cas, un des livres où elle a été beaucoup développée, c'est un livre donc de ce monsieur qui s'appelle Howard Odum avec sa femme Elizabeth Odum, qui en 2001, c'est relativement récent, ont écrit ce livre qui s'appelle Une descente prospère, donc une descente énergétique prospère. Les deux peuvent paraître un peu contradictoires. C'est donc à lui que Marot se réfère beaucoup dans Prendre la clé des champs. Je me fie à lui pour présenter Odum, qui donc rappelle que Odum, qui est un écologue à la base, spécialiste des écosystèmes, explique que l'ère industrielle allait être tôt ou tard confrontée au problème de la descente énergétique, on le sait, et que pour ménager ce qu'il appelle une descente prospère, il fallait assez radicalement, ça c'est du Marot, assez radicalement, repenser et réorganiser les sociétés, leurs économies et leurs territoires. Donc vous voyez, la descente énergétique, c'est pas juste le fait qu'il y a moins de pétrole, c'est l'idée que pour encaisser cette baisse de la ressource énergétique, on a besoin de radicalement repenser le lien entre société, économie et territoire. Je réinsiste sur ça parce que c'est ça qu'implique la notion de descente énergétique. La descente énergétique, c'est donc un processus par lequel c'est un processus porté par une société. C'est pas un individu, c'est pas vous qui allez juste dans votre coin utiliser un peu moins votre ordi et votre voiture et ça fait une descente énergétique. C'est pas ça. C'est un processus mis en œuvre par une société, c'est le premier point. Par lequel elle réduit sa consommation d'énergie de façon volontaire ou involontaire. Alors c'est intéressant, nous ce qui nous intéresse là, c'est plutôt la dimension volontaire. Et elle ne réduit pas sa consommation d'énergie de 10%, 20% ou 30%, comme le dit parfois Jean Covici, qui prétend parler de la descente énergétique pour arriver sur un moins 20%. Mais c'est absolument pas ça, la descente énergétique. On est sur un facteur de l'ordre 5 ou 6. Alors d'où je tiens ce chiffre de 5 ou 6, on le redit, c'est qu'on a 6 fois trop d'émissions de CO2. Donc c'est un bon repère. On n'a pas 2 fois trop, ni 3 fois trop, 6 fois trop. Donc on imagine que si on réduit d'un facteur 6 la consommation d'énergie, effectivement, c'est toute une autre société. Et je passe ensuite sur le fait que c'est évidemment lié aux basses technologies et à l'idée de sobriété, parce que le temps tourne. Oui. Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'il y a descente? Parce qu'il y a eu montée. Quand on est dans les sociétés où il n'y a pas trop eu montée, il y a moins de descente. Vous voyez, avant, il y avait la sobriété extrême, muscles et feux de bois. Après, il y a la sobriété extrême, on ne sait pas comment. Et on est dans une situation anormale. Donc la descente énergétique, c'est juste le retour à la normale. Pardon, ça fait 3 fois qu'on montre ce schéma, mais il est quand même trop beau. Et donc, il faut le montrer une dernière fois. Et enfin, il y a cette idée de David Holmgren qui était très belle, dans sa boussole vers le futur. Donc c'est notre grand prospectiviste de l'écologie, vous vous rappelez.
Ce que montre ce schéma, c'est qu'il montre 4 directions possibles vers la descente énergétique. Ce qui est beau dans ce schéma, c'est que la descente énergétique est un acquis. La question, c'est pas de savoir si ça va se passer, c'est de savoir comment ça va se passer. Ça, il y a de l'incertitude, mais on peut se dire qu'il est à peu près certain que ça va se passer. Tous les chemins mènent à la descente énergétique. Et cette introduction n'en finit plus, pardonnez-moi, camarades. La descente énergétique, c'est aussi un changement de culture, y compris dans le projet. Et là, j'en viens à nos cultures respectives du projet, à l'AFD, dans l'archi ou nous dans l'édition. En régime de surabondance énergétique moderne, on décide d'une forme, mettons un gratte-ciel en forme d'ouvre-boîte. On trouve une matière pour le faire, et ensuite on trouve l'énergie nécessaire à chercher cette matière et l'amener sur le site de l'immeuble. En régime de sobriété, que j'appelle ici immémorial, c'est pas qu'il n'est pas moderne ou anti-moderne, je sais pas quoi, c'est le régime immémorial de la sobriété, on voit qu'est-ce qu'on a comme énergie disponible, en fonction de ça, on choisit une matière, et avec cette matière, on voit quelle forme on peut faire. Si on a du bambou ou du calcaire, on ne fait pas les mêmes formes de bâtiments. Donc remettre l'équation à l'endroit, énergie, matière, forme, c'est une des grandes idées du livre de Raphaël Ménard, Vers la légèreté, qu'on a mis ici. Voilà, je crois que là, j'en ai fini. Très rapidement, du coup, juste redire que dès les années 70 et dans toute cette période de la contre-culture américaine, donc, qui est celle de Murray Bookchin, qui est celle d'où émergent aussi les questions de permaculture de David Holmgren et donc de descente énergétique, il y avait déjà des vraies réflexions concrètes sur la manière de repenser la technologie. On vous renvoie notamment vers cet almanach des techniques qui s'appelle Radical Technology. Vous pouvez le trouver en ligne. Mais du coup, dès les années 70, donc, il y avait vraiment une réflexion sur plein de thèmes différents, mais l'énergie, l'habitat, l'autonomie, les matériaux, la communication. Comment est-ce qu'on imagine une société un peu permaculturelle, de la descente énergétique? C'était pas vraiment leur mot, mais en gros c'était ça, d'une société juste écologiquement et socialement. Peut-être juste la slide d'après, où notamment on va sur des trucs vraiment très pratico-pratiques, très concrets. C'est comment on fabrique des éoliennes soi-même, comment on réutilise le moteur d'une voiture pour faire tourner un tour et pouvoir par exemple faire de la poterie, comment on recrée des moulins. Enfin voilà, c'est des choses aussi très pratico-pratiques, très concrètes. Dans lesquels on rentre pas là forcément parce qu'il faut les appliquer à des lieux situés, mais pour dire qu'en fait cette littérature elle existe et qu'on peut s'y référer. À l'échelle non pas de l'individu, mais donc de familles, de groupements, de hameaux, de villages. Ouais. Et donc il y avait l'idée des années 70 de redire que quand même c'était déjà présent dans la contre-culture occidentale. Mais maintenant pour cette dernière partie, on voudrait donc plutôt prendre le temps de penser depuis des mondes, on pourrait dire radicalement autres, en prenant 2-3 principaux exemples. Qu'est-ce que ça peut être que ces technologies de basse consommation énergétique et qu'on peut considérer comme sophistiquées? Peut-être qu'en fait, au final, après avoir dit tout ça, il n'y a rien de plus sophistiqué qu'une technologie de basse consommation énergétique. Celle qui demande le plus d'intelligence, parce que celle qui demande la meilleure compréhension du milieu, celle qui demande la meilleure connaissance des ressources qui sont à notre disposition, celle qui demande la plus grande économie de moyens pour arriver à un résultat qui satisfasse tout le monde. Le premier exemple qu'on voulait donner par rapport à ça, c'est un livre vers lequel vraiment on vous renvoie, qui s'appelle Low Tech. Alors vous voyez qu'il fait un peu une petite blague avec la notion de low tech qu'on évoquait tout à l'heure. C'est que le mot tech, T-E-K, il veut dire Traditional Ecological Knowledge, c'est-à-dire les savoirs écologiques traditionnels, qu'on appelle aussi savoirs écologiques autochtones. Et ce livre-là, il documente partout sur la planète des tas d'exemples concrets de technologies, d'infrastructures qui ont été faites par des peuples autochtones et qui, à l'ère des bouleversements climatiques et écologiques, s'avèrent en fait utiles vraiment pour tout le monde, sans aucune exception. Ce que dit Julia Watson qui a fait ce livre, elle dit en fait au final, quand on regarde dans une perspective écologique les infrastructures et les technologies autochtones, on se rend compte qu'en fait elles ne sont pas du tout primitives comme l'anthropologie et l'Occident moderne ont voulu nous faire croire, elles sont extrêmement innovantes. C'est elles qui sont les mieux adaptées aux problèmes de subsistance que rencontrent les êtres humains depuis des millénaires. Et donc, prenons un exemple extrêmement concret. C'est celui des Berries à Calcutta. Donc la ville de Calcutta, c'est une ville de 12 millions d'habitants, donc en Inde, dans laquelle la moitié des eaux usées de la ville sont traitées à l'occidental. C'est-à-dire c'est des stations d'épuration, comme on les a chez nous, des grands bassins de décantation en béton qui marchent à l'électricité, avec des grands bras qui marchent à l'électricité, qui font tourner des bassins de décantation. Ça coûte énormément d'argent, ça coûte 20 millions de dollars par an. Et dans le même temps,
Donc ça c'est à l'ouest de la ville, et à l'est de la ville, je veux bien que tu passes à la slide d'après, il y a un système qui a été mis en place par plus de 30 000 personnes, qui est un système de ferme piscicole, où en fait on utilise les eaux usées pour à la fois faire grandir des poissons et faire pousser plein de riz et plein de légumes. Cette technique-là, donc en fait, qui est juste une technique d'agriculture et d'aquaculture artisanale, elle vient directement se poser sur les problématiques de la société industrielle et y répondre à la fois en traitant les eaux usées, aussi bien que ce que font les techniques industrielles modernes, et en même temps, en traitant les eaux usées, elle produit plein de nourriture. Et elle produit 10% de la consommation de poissons de la ville de Calcutta, donc 10% des poissons mangés par 12 millions de personnes, donc je vous laisse imaginer les volumes, et c'est 4 ou 5% des légumes et du riz. Je veux bien que tu mettes la slide d'après. Ces berries, B-H-E-R-I-S, c'est ce que vous voyez à droite de l'image. À droite de l'image, il y a une énorme zone verte, une grande zone naturelle. Donc vous avez la ville de Calcutta brune, grise, qui est celle de la ville de béton, et vous avez à droite en fait un énorme espace d'aquaculture et d'agriculture qui retraite toutes les eaux usées de la ville, les rejette dans la rivière, et les eaux elles sont aussi propres que quand elles sont traitées de façon industrielle, mais elles ont fait économiser 20 millions de dollars et elles ont donné à manger pour 10 ou 15% des gens. Voilà, et peut-être du coup, pour donner une image un peu photographique, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, pour finir, juste redire que j'avais quelques chiffres, ils sont à la fin, ils sont là, voilà, ça m'évite d'aller les chercher. Voilà, c'est quand même 60 000 pêcheuses, pêcheurs, agriculteurs et agricultrices qui, par ailleurs, avec ce système-là, sont organisés en coopérative et partagent équitablement l'ensemble des revenus issus de la mise en place de ce système qui a été créé il y a une trentaine d'années. Voilà, donc ça c'est un exemple hyper concret. On pourrait se dire, franchement, n'importe quelle métropole du monde, sur n'importe quel continent, bah venez, on fait ça en fait. Enfin, ça paraît quand même beaucoup plus intelligent parce qu'en retraitant nos eaux usées, on arrive à produire à manger pour la ville et c'est tout aussi efficace. Donc pour résumer, c'est une technologie qui est au service de la vie et de l'autonomie de la personne humaine, individuelle et collective. Tout à fait. Ah oui, c'est à moi. On a été là vraiment. Ouais. Dans cette idée de reclaim et de jeter un nouveau regard sur des techniques héritées, d'arrêter de les regarder avec l'arrogance des jeunes. Il faut sauter. On saute ça. Bah, si on veut laisser du temps à Georgia, pardon. Ouais, mais il y a des jolies choses comme par exemple le 3 fenêtres marseillais qui est un exemple chouette de technologie parce que c'est complètement empirique, c'est pas un truc qui a été théorisé. Mais c'est quelque chose qui, en fonction des matériaux disponibles, de l'énergie de l'organisation, permet d'avoir des appartements qui sont très aérés, très pratiques. Et une fois qu'on a compris le système empirique constitué dans la négociation concrète avec le monde, on voit que c'est un patrimoine hyper précieux pour l'avenir de la ville. Et justement, le type de technologie qui n'est pas rendu obsolète par la climatisation, par exemple. Dont il faut prendre, oui, et par conséquent, dont il faut prendre un extrême soin, qu'il faut entretenir, qu'il faut garder, qu'il faut pouvoir refaire aujourd'hui plutôt que de faire résidence semi-fermée. Pareil pour des exemples concrets, parce que vous voulez du concret, je vous sens derrière la caméra. Pareil pour les exemples concrets, qu'est-ce qu'on garde? La question de Bookchin, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on reprend? Le bocage, voilà la différence entre de la monoculture en bas, du bocage en haut, la différence de biodiversité entre les trois, et tous les rôles multifactoriels que joue la haie, voilà de la haute technologie sophistiquée. Il n'y a pas que à Calcutta et dans les Berry, il y a aussi dans le Béarn, partout en France, etc. Des blocages qui restent. Malheureusement, je vais sauter cette partie-là parce que je veux vraiment laisser du temps à Georgia. Okay. Ouais, c'est dommage parce que du coup, vraiment, c'est une question, pour moi en tout cas, qui est centrale dans mon travail depuis pas mal d'années, mais on y reviendra à la prochaine séance sur la réparation. Mais c'est la question du démantèlement. C'est celle de dire, en fait, il faut aussi qu'on acte le fait qu'on vit aujourd'hui dans une technosphère. En fait, les infrastructures techniques et technologiques, elles enserrent la planète et les processus du vivant partout sur la planète. Et donc, c'est ce que disait Bookchin, c'est qu'est-ce qu'on garde et comment on le transforme. Et donc, cette question de comment, entre guillemets, on arrête la machine, elle est vraiment centrale. Je ne prends pas l'exemple de l'azote, tant pis, je veux bien juste que tu mettes très rapidement la slide d'après. Oui. Un exemple, je le fais vraiment en 30 secondes, c'est par exemple, si on prend le bassin versant du Rhône, ça veut dire le fleuve Rhône et tous ses affluents, là où nous, on se tient, à l'embouchure duquel on se tient actuellement, aujourd'hui, le Rhône, il y a plus de 20 grands barrages qui obstruent son cours. Il y a autour de lui un ensemble d'infrastructures qui sont par exemple des centrales nucléaires, des lignes THT, enfin tout un ensemble d'infrastructures énormes. Concrètement, si on organise la descente énergétique,
écologique, on fait quoi avec le bassin versant du Rhône? Bah, en fait, on peut prendre le temps d'en parler 2 heures, on n'aura pas les solutions, donc je le fais juste en 30 secondes. Mais typiquement, si on revient depuis les questions de territoire et comment est-ce qu'on est enfermé dans ces problématiques, c'est une invitation en fait à prendre des cas concrets, à se dire en fait depuis là où on est, comment est-ce qu'on pense cette descente énergétique par rapport à ce qu'on a sous la main et l'état en fait de délabrement ou de technologisation des mondes qui nous entourent. Et je te laisse la parole, Georgia, parce que ça me paraît important de finir vraiment sur ça. Oui, tout à fait. Alors, on vous invite aussi à jeter un coup d'œil à ce roman de 1975, Ecotopia de Ernest Callenbach. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre qui fait ce qu'on vous invite un peu à faire aujourd'hui, c'est qu'il fait le tri. Enfin, c'est Murray Bookchin qui nous invite à le faire aussi entre ce qu'il faut arrêter, ce qu'il faut transformer et ce qu'il faut ajouter, imaginer, innover pour faire une société écologique avec sa technique et ses technologies écologiques. On peut y aller direct, non, peut-être? Oui, alors pas, en comme tu veux. fait, si, j'aimerais quand même dire un mot sur l'idée que donc Ecotopia, on imagine qu'il y a une partie des États-Unis, la côte ouest, qui se sépare du reste du pays et qui se donne comme mission de devenir une société écologique qui respecte ce qu'ils appellent l'état d'équilibre, c'est-à-dire un équilibre entre l'humain et son environnement. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fluctuations à l'intérieur, mais que globalement, ça permet aux deux de continuer à exister dans le long terme. L'équilibre, c'est un travail sans fin. C'est un travail sans fin, voilà, c'est continu. Et donc si on voit un peu comment les écotopiens ont fait le tri, on peut passer au suivant. Donc en fait, le livre le fait un peu par domaine, parce que le personnage principal, c'est un journaliste qui va explorer ce pays fictif. Donc, en ce qui concerne les déchets urbains, on garde des systèmes de collecte, par exemple, mais on va respecter ce principe qui a été énoncé par Gortz, d'avoir des choses qui sont recyclables, réparables, et de restaurer ce métabolisme ville-campagne qu'on a vu dans une autre session. Et voilà, qui est évident dans l'exemple des berries. Donc, dans le domaine des produits de consommation, il y a l'idée d'éliminer des choses qui ne sont pas recyclables, sauf pour certaines applications précises, et d'aller vers justement ce qui est réparable, certains produits standardisés et surtout une idée qui est très intéressante, qui est cette idée qu'il y a un jury citoyen qui doit approuver des nouveaux produits. Donc on veut mettre un nouveau produit sur le marché, donc il y a un jury citoyen qui va dire alors est-ce que ce produit est suffisamment utile? Est-ce que c'est réparable? On va faire des tests et si ça ne réussit pas les tests, malheureusement ça ne passera pas sur le marché. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, ils disent, par exemple, on garde les pneus en caoutchouc, parce que le caoutchouc, on peut le refondre et refaire des pneus avec des pneus usés. Donc, en fait, maintenant qu'il est là, autant continuer à l'utiliser. Oui, voilà. Donc, il y a aussi cette idée, si on passe au suivant, de faire aussi avec l'existant. Donc, en ce qui concerne les transports, par exemple, les écotopiens, ils ont déjà un réseau routier et ferroviaire qui vont développer pour aller vers davantage... Ils vont garder. Ils ne développent pas. Si, le ferroviaire s'est développé pour aller vers davantage de transports en commun. Par contre, les autoroutes sont démantelées et la voiture individuelle est interdite dans ce pays. Donc, c'est une possibilité qu'on pourrait imaginer. Et pour le suivant, ce qui concerne la production industrielle, il y a des usines dans Ecotopia. Il y avait déjà des usines avant, mais en fait, qui sont maintenant soumis à ce principe d'équilibre pour réduire la pollution au maximum. Ils gardent des véhicules électriques, Callenbach? Ils gardent des véhicules électriques, mais pas de voitures individuelles. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des bus électriques. Ok, intéressant.
Dans ce parcours, la voiture électrique a été un peu notre bête noire. Ouais. Mais dans l'imaginaire de Kallenbach, ça a un peu En 75. En 75, ça peut quand même avoir sa ça place. existait. Voilà. Donc, si on passe par la suite, en ce qui concerne l'énergie, il y a aussi cette idée de faire avec l'existant. Dans l'ouest des États-Unis, il y a des centrales nucléaires. Et donc, les écotopiens vont fermer certains, notamment ceux qui sont trop proches des villes, qui posent un risque sanitaire. Mais ils vont développer d'autres énergies plus soutenables, renouvelables, aussi en baissant leur consommation d'énergie et en allant vers un horizon à long terme qui est le démantèlement des centrales nucléaires et des barrages hydroélectriques. Mais aussi dans l'idée que tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et pour la suite, voilà, dans les sciences, l'expertise scientifique très importante dans Ecotopia. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte de séparation stricte, une sorte de laïcité légale et sociale qui sépare l'expertise scientifique des intérêts économiques. Donc, une sorte de déontologie très très forte qui se met en place, aussi où l'innovation est dirigée par le respect de l'état d'équilibre et non pas par le productivisme. Et ensuite, on a la finance. On n'en a pas parlé assez cette année. Suite à vos questions pressantes. Voilà. Mais par contre, il y a des idées dans Ecotopia d'un système financier où il n'y a pas d'investissement sur la bourse. Il y a par contre une banque centrale qui permet une forme d'investissement, mais qui aussi encourage, par exemple, le fait que les entreprises appartiennent aux employés. Et du coup, il y a une gestion des entreprises par des employés, une sorte de façon de faire tourner l'économie de façon plus démocratique, plus collective. C'est un moyen terme extraordinaire entre ce qu'on appelle le libéralisme, c'est-à-dire la libre entreprise, et en même temps, vous voyez, dans Ajouter Innover, les investissements sont possibles uniquement via la Banque centrale qui prête aux entreprises. Et les entreprises, effectivement, donc, sont possédés par leurs employés. Ouais, qui sont possédés, mais comme Georgia l'a dit, et avec des tailles maximum et dans une perspective de réduction du PIB. Donc c'est une alliance très étonnante. Ça a le mérite d'exister. C'est juste qu'il y a un roman en 1975 qui vraiment nous propose une société écologique entièrement clé en main, entièrement livrée avec tous les aspects. On peut aussi être d'accord ou ne pas être d'accord. Il ne faut pas oublier que, en fait, cette utopie écologique a été pensée pour une certaine région, à une certaine époque, à partir, par exemple, là on n'a pas trop parlé d'agriculture et Ecotopia, mais il y a cette idée qu'en fait, l'ouest des États-Unis a déjà une production agricole énorme, donc le problème d'autosuffisance ne s'est pas posé, par exemple. Et l'autre truc génial dans ce roman, la structure du roman, c'est que non seulement il aborde tous les domaines quasiment de la vie économique, sociale et technique, mais en plus, il a pris comme principe les trois, j'insiste là-dessus, les trois principes de Bookchin: garder, changer, innover. Et c'est pas par hasard, c'est les années 70. Il est évident que Kallenbach a lu Bookchin. Enfin, c'est l'ancrage contre-culturel de l'écologie qui est là dans ce roman et qui a le mérite d'offrir, en tout cas, il a fait un essai martyr, on peut retravailler, mais là, on a une base énorme. On trouvait ça dommage de ne pas s'en servir. Tout à fait. Et donc, pour garder quand même 5 minutes pour les questions, peut-être très rapidement, en guise de conclusion, plutôt d'ouverture vers la prochaine session qui sera la dernière. Juste redire que tout au long des sessions, tout au long des cours, le livre Plurivers a été un livre vraiment important pour nous, et donc on voulait reboucler un peu la boucle avec cette idée de plurivers et de se dire ce serait quoi du coup un plurivers technologique? Si on dit qu'on est prêt à ce que la société écologique elle fasse un monde fait de plusieurs mondes, ce serait quoi un monde fait de plusieurs mondes qui ait des rapports technologiques aux technologies qui soient différents en fonction des lieux dans lesquels on vit, en fonction des cultures, revenir à cette idée de cosmotechnique, en fait, peut-être qu'on peut imaginer des modes d'organisation sociale qui, du coup, aient des formes d'organisation technologique qui soient différents, ce qui, en fait, existait déjà avant l'industrialisation, la mondialisation, l'Occident moderne. C'est aussi quelque chose qui est venu dans nos conversations avec la cohorte, cette idée que le défi dans le nord est plutôt peut-être de démanteler, et le défi dans le sud, c'est de choisir la voie et les technologies et les techniques qu'on veut adopter. En fait, il y a l'occasion de faire le tri un peu en amont.
Tout à fait. Et donc c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais la distinction entre des éventuelles monocultures techniques qui seraient les nôtres. Il ne s'agit pas de juste appliquer nos monocultures techniques partout sur la planète, mais plutôt d'essayer de œuvrer à des polycultures techniques ou technologiques. Comment est-ce qu'on fait ça? Et la dernière chose, c'est, on l'a dit, la dernière session sera sur la grande réparation, donc cette idée de réparer. Et il y a quelque chose d'intéressant avec la technologie qui est la question de la réparabilité. Et donc de dire, est-ce que des technologies réparables nous aident à aller vers cette grande réparation? C'est pour un peu déjà faire le lien avec la science. Voilà, et puis le dernier point, c'est qu'on avait aussi toute une partie dans cette session, heureusement qu'on l'a enlevé, vous voyez l'heure qui défile, qui était sur les techniques de la santé. C'est pas rien, les techniques de la santé physique et de la santé mentale, de la santé indissociablement physique et mentale, ça s'appelle la médecine. C'est bien des techniques qui sont très anciennes, mais là aussi c'était un sujet immense qu'on va garder pour la fin, mais ça nous renvoie quand même à un truc important. On peut finir peut-être là-dessus, Marin, tu proposais ça, c'est que on voit bien que dans ces histoires de technique, des pneus de caoutchouc, un tout petit peu ça va, mais beaucoup ça va pas. Donc la question du dosage est absolument fondamentale, et donc c'est cette idée un peu du pharmacone, du remède qui est à la fois un remède ou poison selon la quantité qu'on va utiliser. Cette histoire du dosage, elle paraît un élément aussi de pondération majeur dans la façon dont concrètement on va réussir à faire ce que propose de faire Kallenbach ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on invente de nouveau. La question du dosage va être un truc majeur, encore une fois. La même chose peut être nocive ou fertile selon l'intensivité de son usage. On a peut-être le temps pour une question. Ouais, c'est ça, 1,5. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous en poser deux, on va essayer d'en répondre à deux. La première, celle de Naïg, qui demande comment appliquer l'approche garder, changer, ajouter pour assurer les bonnes institutions de la descente. Est-ce que tu peux dire la deuxième, comme ça on trie un peu Et la deuxième de Pascal. Alors, la tendance des innovations technologiques actuelles est d'augmenter la production et réduire sensiblement, sinon remplacer les efforts humains. Peut-on dire que les décors sont plantés pour l'avènement d'une société technocratique déconnectant davantage l'humain à la nature? Et je vous laisserai conclure là-dessus. Oui. Non, mais sur la deuxième question, je pense qu'on vit sans doute un moment, après ça pourrait se débattre sans fin, j'imagine, mais en tout cas, on ne voit pas de signes colossaux de décélération à l'échelle globale des poussées technocratiques qui vont vers toujours plus d'intégration et toujours moins d'autonomie. Il me semble que ça compte. Le front d'intensification technocratique avance, je crois. Ouais. Et si ce n'est que c'est ce qu'on disait sur la descente énergétique, qu'il y a quand même quelque chose d'inéluctable. On ne pourra pas tenir non plus bien longtemps, quelques décennies au mieux. Enfin, je ne veux pas faire l'effondriste. Non, mais on verra bien. Non, mais c'est pas effondriste, mais c'est juste les niveaux d'énergie et de matières premières qu'on utilise aujourd'hui à l'échelle mondiale. On ne peut pas les continuer encore trop longtemps. Donc il y a un principe de réalité qui va nous rattraper. Les limites à la croissance. Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais, on en revient à ça, je pense. Et concernant la première question de Naïg, en fait, je ne suis pas sûr de l'avoir parfaitement bien compris. Je ne sais pas si vous l'avez en tout cas, je pense que c'est aussi un des nœuds un peu insolubles du cours depuis des différentes sessions. C'est la place des institutions dans tout ça. C'est-à-dire que pour transformer une société dans son rapport à la technologie, il faut avoir les institutions qui accompagnent cette transformation. Et donc, en effet, la descente énergétique, on arrive à la penser, à l'appliquer à l'échelle communautaire quand on fait de la permaculture dans les banlieues ou dans les zones rurales. Mais c'est vrai qu'à un niveau systémique, reste toujours cet enjeu. Et là, moi, du coup, ça me refait penser à nouveau à André Gors. Peut-être qu'il faudrait à un moment considérer nos institutions actuelles comme des technologies verrous. C'est un vrai sujet. En tout cas, c'est vrai qu'on a peut-être un tout petit angle mort sur les institutions parce qu'on a parlé de l'échelle constitutionnelle à plusieurs reprises avec l'histoire de la Constitution de l'Équateur de 2008 et on a parlé de choses opérationnelles plus concrètes et plus dans le terrain. Et même dans Ecotopia, il y a des choses. Encore une fois, on vous invite à lire ce livre parce qu'il y a toute une partie sur la politique, la participation démocratique qui est extrêmement intensive. En fait, les gens, ils parlent politique tout le temps, ils participent à des débats publics. Il y a toute une question de transparence dans la gouvernance, des questions de municipalisme en fait qui sont très fortes dans Ecotopia. Encore une idée de Murray Bookchin qui se trouve dans le roman. Donc oui, la question de la politique est en fait extrêmement présente et c'est aussi pour ça que on invite absolument à relier la question technique avec la question sociale. Mais effectivement, si jamais on arrive dans la dernière session qu'on va écrire maintenant à glisser quelque chose un peu plus sur l'échelle institutionnelle, Naïg a raison, il y a peut-être un petit angle mort de notre côté ici. Merci. 29.